Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire, du coup, organisé par l'AGBio. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Solange Leblois, donc, qui est doctorante sur le génie végétal à l'INRAE. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de génie végétal pour la stabilisation des berges de rivière et en particulier des limites structurelles et des perspectives pour le dimensionnement. Avant de commencer, quelques petites règles du coup d'organisation. Donc, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à couper les caméras et à couper les micros et à poser toutes les questions que vous avez dans le chat. Je me ferai la voix du coup des questions en deuxième partie. La première partie du coup sera consacrée à la présentation par Solange et donc à peu près une demi-heure, hein. Et puis ensuite la seconde partie du coup dédiée aux questions. Donc voilà, donc je transmettrai vos questions en direct. Et puis voilà, si vous en avez tout de suite sur l'organisation, n'hésitez pas. J'ai vu une question, savoir est-ce que la présentation sera disponible à la suite. Solange, tu mettras à disposition la présentation? Oui, je ne sais pas encore sur quel réseau ou moyen, mais ce sera mis en disponible. Voilà. Je la diffuserai par mail, il n'y a aucun souci. Sur le replay, par contre, là, c'est quelque chose qu'on réserve pour le coup à nos adhérents. Donc, je vous invite, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on a régulièrement des webinaires d'organiser avec la GBio pour le coup, et les webinaires sont disponibles pour nos adhérents. Un petit mot de la GBio aussi quand même qui organise, très très rapide, qui organise ce webinaire. Donc, la GBio est une association qui est vraiment spécialisée sur génie biologique et génie végétal, donc association technique qui a cette particularité de regrouper, on va dire, l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire c'est pas forcément un réseau voilà, qui concerne spécifiquement les chercheurs ou les entreprises de travaux, par exemple. On a différents collèges, donc des scientifiques, des bureaux d'études, des entreprises de travaux, des collectivités. Et l'objectif est justement de faciliter les échanges entre tous ces acteurs, entre tous ces praticiens. Donc, à la fois faire remonter les besoins des praticiens vers le monde de la recherche et en même temps aussi faire redescendre du coup les résultats du monde de la recherche vers les praticiens de terrain. Voilà, donc ça c'est pour les missions principales. C'est un petit réseau qui reste convivial, voilà, mais néanmoins efficace. Voilà pour la présentation de la GBio. Et puis maintenant, ben, je vais laisser la parole à Solange qui va vous faire cette belle présentation Hmm. sur le génie végétal pour la stabilisation des berges. Solange, c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent de manière si nombreuse. Donc oui, je suis doctorante à l'INRAE et également avec le bureau Suez Consulting qui me soutient aussi dans mes travaux. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est une petite partie de mes travaux. Je vais parler du génie végétal, un peu rappeler ce que c'est assez rapidement et ensuite directement plonger dans le vif du sujet en allant sur des choses assez techniques par rapport au mode de défaillance de ces ouvrages de génie végétal en berge de rivière. Donc moi, je travaille sur le génie végétal dans un objectif qui est mis en place, on va dire, pour un objectif principal qui va être la stabilisation des berges de rivière. Le génie végétal, il apporte aussi beaucoup d'autres services écosystémiques, mais là, voilà, le parti pris est de se concentrer sur l'application du génie végétal pour la stabilisation des berges de rivière. Donc le génie végétal, pour rappel, l'idée, c'est d'employer des végétaux dans des ouvrages d'ingénierie construits et ainsi pouvoir stabiliser des talus, et notamment en berge de rivière, comme c'est le cas dans le cadre de mes travaux. Ça fait partie des solutions dites fondées sur la nature, puisque ça tire sa force d'une végétation bien développée. Solène, il faudrait couper Ouais, mais t'es en le train micro. tu mets dans le loud. Mélanie, je ne sais pas si tu arrives à couper le micro de Solène. Voilà, merci. Et donc, les techniques végétales sont utilisées de longue date. Elles ont été mises en concurrence avec le génie civil finalement de manière assez récente, si on regarde un peu dans l'histoire. Et puis, on a un fort intérêt maintenant pour ces techniques, puisqu'elles apportent aussi beaucoup de nombreux services écosystémiques en parallèle, avec la restauration de fonctions écologiques des répiscives, l'atténuation du changement climatique, des travaux sur la qualité de l'eau, des choses comme ça. Donc là, simplement pour l'illustration, ceux qui auraient moins l'habitude de travailler avec ces techniques, à gauche, on a quelque chose qui est complètement en génie civil. Au milieu, on va avoir une technique de génie végétal, donc 2 couches de branches avec un lit de plan et plançon qui a été mis en berge de rivière. Donc ça, c'est juste à la réalisation.
Et on a la même technique 1 an après, une fois que la végétation a commencé à reprendre. Donc, quelques éléments. Pourquoi est-ce qu'on utilise les plantes pour stabiliser les berges de rivière? Donc, d'abord pour les effets mécaniques sur le sol. Donc, ça, grâce aux racines, comme on peut le voir sur l'image supérieure, on a un ancrage important dans le sol, mais aussi une protection de surface. Ces racines, elles vont venir retenir les sédiments. En apportant un peu de rugosité, elles vont aussi diminuer les vitesses vraiment à proximité des berges. Et puis, en venant prendre de l'eau dans le sol, elles vont augmenter l'effet de succion. Donc, ça va augmenter ce qu'on appelle la cohésion apparente du sol et donc ça va renforcer la stabilité de celui-ci. On a aussi des effets sur l'eau, de par le fait d'utiliser des plantes. On va avoir une capacité de rétention d'eau, mais aussi de gestion de la ressource par l'évapotranspiration. Et on va avoir normalement un sol parfois plus décompacté qui favorise l'infiltration. Donc, ça joue un rôle à la fois en période de sécheresse et à la fois en période de crue ou en tout cas d'eau importante. Voilà. Et en termes de co-bénéfices, on va avoir des effets de bien-être sur l'humain d'un point de vue paysager, pour les promenades, les apaisements, pour la filtration de particules fines, la rupture sonore, l'ombrage sur les températures. Donc, c'est aussi pour ça qu'on utilise de plus en plus la végétation en ville. Et puis, on a des effets au niveau des écosystèmes. Ça permet d'avoir de la continuité, d'apporter des refuges, des habitats, de la ressource, d'avoir un effet sur l'épuration de l'eau et d'avoir une biodiversité plus importante. Voilà. Donc, dans le cadre de la présentation, on va travailler uniquement sur les espèces arbustives à arborer. Et donc, on utilise des espèces dites pionnières qui vont avoir pour avantage de rester assez souples finalement et qui vont concourir des espaces ouverts. Le génie végétal, il travaille aussi avec des espèces herbacées, avec des hélophytes, mais ce n'est pas le sujet qui sera abordé aujourd'hui. Voilà. Donc, petite comparaison entre le génie civil et le génie végétal, que vous avez certainement pu déjà voir. On a quelque chose de génie civil assez conventionnel qui va être en gris. Donc, au début, à l'installation, donc vous avez en abscisse le temps et en ordonnée, disons, la capacité de résistance et de fonctionnement de l'ouvrage. Donc, en génie civil, on va avoir quelque chose de très fort au début qui va faire que baisser, sauf si on vient retravailler par des travaux sur l'ouvrage et qui, à terme, va se dégrader. Et sur le génie végétal, bah, si on prend le vert clair, qui est la ligne continue, c'est du génie végétal sans travaux d'entretien. Donc, son fonctionnement va croître avec le temps. Et ensuite, possiblement, il va se dégrader ou alors, s'il a trouvé une forme d'équilibre, il va rester en l'état. Et en vert foncé, on a un fonctionnement de génie végétal avec de l'entretien, où là, chaque petit pic inversé, ça va être des périodes d'entretien, mais qui vont permettre une croissance plus importante et une durée plus forte dans le temps aussi pour l'ouvrage. Donc ça, c'est un peu les principes pour rappeler voilà, l'intérêt qu'on a à utiliser du génie végétal lorsque l'on peut. Donc, cette présentation, elle vise à travailler sur les limites structurelles des ouvrages de génie végétal pour pouvoir discuter de son mode de dimensionnement, pardon, et pour savoir quelles techniques choisir et comment les mettre en œuvre au mieux finalement, quels sont les problèmes qu'on retrouve de la manière la plus récurrente et comment faire pour pallier à ces observations. Donc, quand est-ce qu'on utilise le génie végétal? Pour ça, il y a plusieurs, dans différents guides. Donc là, c'est dans le génie Alpes. On retrouve des grands arbres, on va dire, qui aident au choix de mise en œuvre de la technique. Donc déjà, on va mettre du génie végétal en place quand on aura des érosions de berge. Si on n'a pas d'érosion de berge, finalement, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de salut à stabiliser. Si on a une érosion qui est provoquée par quelque chose de local, une embâcle, un caillou, il faut voir s'il y a un risque à l'arrière sur la berge, quelque chose à protéger. Dans ce cas-là, on peut supprimer l'obstacle. S'il n'y a pas de risque, il vaut mieux ne pas intervenir. Parce qu'une berge érodée, finalement, c'est très important. Une rivière, ça vit en 3 dimensions, verticale, largeur et vers le haut et le bas, vers l'amont, vers l'aval. Donc, en fait, avoir des érosions, c'est essentiel pour la dynamique d'une rivière. Donc, tant qu'on peut, autant ne pas intervenir. Si l'érosion de berge, elle est liée plutôt à des glissements, à des positions en extra d'eau avec des courants secondaires et qu'il n'y a pas d'enjeu à l'arrière à protéger en berge, on n'intervient pas. S'il y a un enjeu fort, par contre, on va le déplacer. Et s'il n'est pas déplaçable, on va réfléchir à des protections en berge et voir quelles techniques on peut mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est pour rappeler un peu la méthodologie, puisqu'on va parler de dimensionnement, il faut voir un peu d'où on part quand même sur ces stratégies de mise en œuvre du génie végétal. Donc là, je vous ai fait un zoom sur la partie 3 que vous voyez au centre de la slide précédemment. Mais donc, la première chose à faire, ça va être d'identifier l'érosion de berge et ses causes. Le deuxième point, ça va être de définir les enjeux à proximité. À partir de ça, on peut passer à travers le point 3. Et si on décide d'aller sur une protection de berge, il va falloir s'atteler aux questions suivantes. Donc là, il est conseillé dans ce guide de regarder si la berge est intégrée à une digue ou pas,
voir s'il y a de l'espace disponible à proximité. Est-ce que le niveau de résistance mécanique requis, donc est-ce que la contrainte tractrice, en d'autres termes, qui est appliquée à la rivière, va permettre de mettre du génie végétal ou pas? Est-ce qu'il y a une volonté d'intégrer de manière paysagère l'ouvrage? Est-ce que l'ouvrage est inférieur à 2000 mètres? Est-ce que le développement de la végétation est compatible avec le gabarit hydraulique du cours d'eau? Puisqu'on a ces contraintes hydrauliques et gestion des crues aussi qui sont en œuvre, même quand on fait de la restauration en génie végétal, bien évidemment. Donc, si on peut répondre oui à toutes ces questions, d'après ce guide, on va pouvoir réfléchir à mettre en œuvre des techniques végétales et passer sur le choix des techniques et des végétaux. Si c'est non, on passe en technique génie civil ou en technique mixte qui vont coupler les deux. Voilà. Et là-dessus, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, voilà, on parle de berges non intégrées à une digue ou protection contre les inondations. En fait, actuellement, si vous travaillez sur la partie berge d'une digue, eh ben, de plus en plus, ça va être accepté de mettre des travaux en génie végétal. Pas sur la partie supérieure de la digue, mais bien sur la partie berge. On va pouvoir travailler avec ces techniques. Il y a également le problème de la contrainte tractrice. Donc, ils disent, est-ce qu'on est en deçà des limites du génie végétal? Ben, c'est quoi ces limites finalement? Comment est-ce qu'on fait un peu pour les estimer? Et ces valeurs, d'où est-ce qu'elles nous viennent? Et quel est le sens finalement derrière ça? Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder à travers cette présentation. Donc, la contrainte tractrice, qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup parce que finalement, c'est un des éléments principaux qui va être utilisé pour dimensionner. Oui. On a Julien Coutura qui a son micro d'ouvert. Merci, Julien. Donc, la contrainte tractrice, on en parle beaucoup puisque finalement, c'est un peu le seul élément numéraire quantitatif, qui est utilisé dans le cadre du dimensionnement et de la justification d'utilisation de techniques végétales. Donc, c'est quoi? C'est la pression du fluide exercée sur les parois de la rivière. Donc, si on regarde la formule, ici, on a ρ, G, R, qui peut être aussi H, la hauteur d'eau. Donc, ρ, c'est la densité. G, ça va être l'accélération de pesanteur. Et R, la hauteur d'eau. Donc, ça, c'est une masse, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est une pression. C'est vraiment la masse d'eau, ici, qui est représentée et qui va être appliquée sur notre berge ou sur notre lit. C'est pour ça qu'on le multiplie par la pente. Donc, cette contrainte tractrice, c'est un élément qui est utilisé pour les hydromorphologues pour le calcul du transport solide. Voilà. C'est la valeur physique qui va être estimée pour pouvoir travailler sur le transport solide. Donc, dans le cadre du génie végétal, les personnes qui ont travaillé à estimer en fait des valeurs que différentes techniques auraient pu supporter, différentes techniques de génie végétal auraient pu supporter. Donc, dans plusieurs guides de génie végétal, français, européens, vous allez retrouver des tableaux comme ça où vous avez sur la gauche vos techniques, sur l'abscisse, la durée après réalisation des travaux, et vous avez ces valeurs de contrainte tractrice, donc en newton par mètre carré. En fait, ce qui se passe, c'est que des chercheurs, ils sont allés sur des sites et ils savent qu'il y a eu un ouvrage, par exemple, si je prends celui-là, 2 litres plan et plançon, qui a été fait, que cet ouvrage il a moins d'1 an et que la plus haute crue qu'il a eue à cette période, ils en connaissent le débit, donc la hauteur d'eau, donc ils peuvent calculer une contrainte tractrice. Donc, ils savent qu'en fait, sur un ouvrage, on a eu une contrainte de 108 newtons par mètre carré, moins d'1 an après réalisation, et que l'ouvrage a tenu. Et ça, c'est la seule information que nous donnent ces valeurs. Ce pas du tout des valeurs limites, puisqu'on ne sait pas si elles auraient pu supporter plus, éventuellement, de contraintes. Et puis, on ne sait pas non plus comment est cet ouvrage. Est-ce qu'il est en linéaire? Est-ce qu'il est en extrado? On sait juste qu'il y a un ouvrage, quelque part, qui a réussi à supporter cette contrainte. Voilà. Et ça a été répliqué pour différentes dates après réalisation et pour différentes techniques. Voilà. On a par exemple aussi le cas des enrochements qui ont été mis pour comparaison. Mais en fait, les enrochements, on ne connaît pas leur taille. Donc, l'ordre de grandeur ici va être très, très variable suivant ce qu'on aura. On ne connaît pas le niveau de développement de la végétation associé à ces valeurs pour le génie végétal. Donc, voilà, c'est vraiment une idée grosse maille que nous donne cette contrainte tractrice dans ces tableaux. On voit simplement qu'il y a quelques techniques qui tendent à avoir des valeurs associées plus faibles et d'autres des valeurs associées plus élevées. Donc, lit de plan et plançon, couche de branches, fascines vont être sur des valeurs plus élevées, et ce qui va être fascine d'élophyte, ensemencement sur des valeurs plus faibles. Mais c'est aussi parce qu'on les met dans des rivières, classiquement, qui ont des pouvoirs érosifs plus faibles. Donc ça, c'est pour ce qui existe dans la littérature. Après, on a Peters, en 2020, donc, qui a fait ça pour la Belgique. Lui, ce qu'il a proposé pour choisir quelle technique on va faire, au lieu de travailler avec la contrainte tractrice, il travaille avec la puissance hydraulique, ce qui est à peu de choses près la même information. Et donc, il part de cette contrainte
tractrice ou puissance hydraulique. Et en fonction, il va dire vers quelle technique on va plutôt aller. Ensuite, le deuxième aspect qu'il regarde, ça va être la quantité de transport solide. Est-ce qu'elle est importante ou faible de matière en suspension? Et le dernier aspect, ça va être l'angle avec laquelle la rivière va arriver dans la berge. Est-ce qu'on est sur quelque chose de linéaire ou est-ce qu'on est sur quelque chose de méandriforme, par exemple? Et donc, il ajoute quand même, au lieu d'avoir que la contrainte tractrice, on a l'ajout de d'autres éléments pour le dimensionnement. Parce qu'on voit bien que juste cette contrainte, finalement, elle donne une information que limitée. Voilà. Et donc là-dessus, il a travaillé sur quatre éléments. Si vous avez déjà travaillé avec des techniques de génie végétal, vous pouvez voir que, par exemple, les caissons, souvent, c'est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'on va avoir un caisson qui va se vider. Et ça, c'est des éléments qui sont contextuels, qui va dépendre de la granulométrie, par exemple, et qui n'apparaissent pas dans cet arbre. Donc voilà, à nouveau, on a un élément de travail qui est intéressant pour réfléchir à quelle technique on peut mettre en œuvre, mais qui n'explicite pas les différents fonctionnements en fait, qu'on peut retrouver sur les ouvrages. Et donc l'auteur a bien ajouté dans son travail que cette présentation avait forcément ses limites aussi et qui ne tenait pas compte de tous les paramètres climatiques qui vont aussi entrer en jeu, entre autres, dans le choix de la technique à mettre en œuvre. Je vais passer assez rapidement. Si ça vous intéresse, vous pourrez le reconsulter. Donc, Galliana, en 2009, ils ont travaillé sur les voies navigables, qui sont des secteurs assez spécifiques, puisqu'on a notamment beaucoup de bâtillage. Et donc, eux, ils ont fait des arbres pour choisir les techniques qui dépendaient plutôt de la hauteur de berge, pour commencer, et ensuite de la pente. Donc, ça, c'était pour les berges hautes. Ils ont fait la même chose pour les berges plus basses, où ils ont regardé si les berges étaient historiquement aménagées en premier temps. Et ensuite, différentes configurations. Et en fonction de ça, ils suggèrent différentes techniques à mettre en œuvre. Voilà. Donc, c'est des travaux qu'on ne ressort pas souvent, mais qui ont le mérite d'exister et qui donnent des informations sur quelle technique on peut choisir en fonction de quel contexte. Autre autre système d'aide à la décision, on va dire, c'est une matrice qui a été faite dans le cadre d'un guide européen. Donc, il existe en plusieurs langues. Et donc, on a à nouveau toutes les techniques qui sont répertoriées dans la colonne de gauche. On va travailler sur la contrainte tractrice en vert, mais aussi sur les vitesses d'écoulement, qui sont finalement assez complémentaires à cette contrainte tractrice. Et ensuite, ici, ils ont choisi de travailler sur quel est l'objectif de mon installation. Est-ce que c'est une mesure de protection? Et puis, quelle est la forme? Est-ce qu'on est sur quelque chose à plat, quelque chose c'est des choix qui vont dépendre de votre contexte et de votre site. Finalement, ça vous indique différentes possibilités d'ouvrage en fonction de ce que vous avez vraiment sur votre secteur d'études. Donc voilà, des fois, on voit qu'il y a des personnes qui sont allées plutôt sur la pente, des fois plus sur le transport solide. Et là, on a à nouveau une autre approche qui est plutôt sur quel est mon contexte et par rapport à ce que je veux protéger, qu'est-ce qui est le plus stratégique à mettre en œuvre. Donc là, on avait tout d'abord les constructions lisses. Là, on a ce qu'on appelle plutôt les constructions rugueuses, comme les épis qui vont pousser. Et on a ici les ouvrages plus transversaux, comme les épis végétalisés. Voilà. Donc, il y a cette matrice qui existe pour l'ensemble des ouvrages listés. Alors, finalement, est-ce que ces outils sont en adéquation avec les défaillances structurelles qu'on retrouve sur le terrain? Et ben, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et quels sont les aboutissants pour le dimensionnement et les points d'attention à avoir quand on va dessiner ou mettre en œuvre un ouvrage? C'est ce que je vous propose de regarder pour la suite. Donc ici, on est allé sur le terrain et on s'est basé sur une base de données qui s'appelle BD Genivec, qui a récupéré beaucoup d'informations sur de nombreux ouvrages en France essentiellement et sur leur état. Donc de nombreux ouvrages, c'est-à-dire je crois qu'on a collecté plus de 400 ouvrages. Et sur ces ouvrages, on a regardé quel était leur état, selon certains critères qui sont forcément liés à notre jugement aussi. Et s'ils étaient dans un état dégradé, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait faire que ces éléments sont dans un état dégradé. Donc, il y a un premier aspect qui était lié à la reprise de la végétation. Puisque le génie végétal arbustif, si on veut qu'il stabilise un talus, il faut que la végétation reprenne. Sinon, il va faire que se dégrader. Et donc, en fait, on a noté que l'élément principal qui avait empêché la végétation de reprendre, c'était ces 3 points-là. Donc là, les petits chiffres dans les bulles, si vous voulez, ça veut dire que 27% des ouvrages dégradés ont été concernés par l'ennoiement. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient calés un peu bas. 21% par l'assèchement, soit calé un peu haut, soit la technique n'était pas adaptée par rapport au site. Donc, on a eu un assèchement. Il peut y avoir aussi des effets d'ombrage qui ont limité la reprise, qui viennent se lier avec les effets de concurrence qui sont aussi assez importants entre différents strates dans la berge, en fait.
Donc ça, c'est un premier élément et on voit que là-dessus, on va pouvoir travailler sur le calage plutôt. On a un second élément qui est l'absence de contact avec le substrat. S'il n'y a plus de substrat, la végétation, si elle n'a plus de sol, elle ne va pas pouvoir pousser. Et à nouveau, il faut que la végétation pousse si on veut un ouvrage pérenne. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rencontré de manière très récurrente. Donc là, il va falloir travailler sur les érosions qui vont être en place avant la reprise de la végétation. Maintenant, on a un deuxième aspect qui va être plutôt mécanique. Donc, on a eu le cas le plus important que vous retrouvez en haut qui va être la destruction de l'ouvrage. C'est 47% des ouvrages dégradés qui ont été impactés par une destruction. Mais là-dessus, ça ne nous apporte pas beaucoup d'informations parce que souvent, on arrive après coup et en fait, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais par contre, on a des éléments plus intéressants. Donc, destruction partielle. Et là, par exemple, on va voir que pour chaque technique, on a des phénomènes différents. Et donc ça, c'est pareil, si on retourne ça, finalement, ça nous donne des informations sur quelle technique choisir dans quel contexte. Par exemple, des peignes sans sédimentation. Donc oui, il faut avoir des matières en suspension si on veut faire un peigne qui soit fonctionnel. Des structures de caisson qui ont rompu, chose qui arrive de manière assez régulière. Et on a aussi quelques petits éléments de plans arrachés ou de rupture de fagots avec encoche d'érosion. Donc là, c'est plutôt sur des fascines. Et en fait, on voit qu'on a quand même un phénomène érosif qui est arrivé par là, qui a enlevé des matériaux et qui ont fait que les plants, ils ont pu rompre ou que la fascine, elle n'a pas repris et donc elle a été fragilitée et donc on a une rupture partielle du fagot avec une encoche d'érosion. Et enfin, on a les érosions qui sont un peu communes à toutes les techniques et pour lesquelles on va pouvoir plus ou moins facilement travailler pour limiter les problèmes liés à ces érosions. Donc la première, celle qui a été observée dans 20% des cas, d'ouvrages dégradés, ça va être l'érosion au-dessus de l'ouvrage. On a une fascine, par exemple, et derrière, il y a de l'érosion. Donc ça, c'est des érosions de surface qu'on va pouvoir travailler simplement en mettant géotextile s'il n'y en a pas eu, en assurant un ensemencement, en assurant une reprise de la végétation du milieu et haut de berge. Voilà. Des choses souvent qui sont déjà connues, mais de mettre en face en fait des chiffres, et ben, ça permet de rappeler l'importance de ces éléments que des fois, on va laisser un peu de côté. Les érosions aux extrémités d'ouvrage qui sont assez régulières aussi, à l'amont ou à l'aval, qui des fois peuvent ne pas être gênantes si elles restent très localisées ou peuvent créer des problèmes si elles viennent contourner notre ouvrage. Et à ce moment-là, l'ouvrage va perdre son rôle de stabilisation. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? C'est simplement ancrer à l'amont, à l'aval, allonger l'ouvrage pour être sûr de couvrir la surface suffisante et éventuellement bouturer aussi. La bouture, c'est une des techniques les plus simples à mettre en œuvre. Et finalement, en bouturant assez densément, on vient renforcer quand même certains secteurs qui pourraient être dits de fragilité. Et finalement, le plus gros problème qui a été relevé, c'est l'érosion en pied de berge. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut estimer l'affouillement ou l'incision possible pour ajuster notre ouvrage. Quand on connaît un peu les profondeurs envisageables, il faut fixer le pied de berge sous le niveau de reprise de la végétation. Et une autre alternative, sinon, consisterait à abaisser la pente de berge. Plus on abaisse la pente de berge, plus on vient diminuer la contrainte sur ce pied de berge, justement. Voilà. Je vais passer celui-ci, vu que le temps file. Hop. Donc, je vais vous montrer quelques cas qui vont illustrer ce que j'ai pu vous dire juste avant. Donc là, par exemple, c'est une fascine où on a une mauvaise reprise de la végétation. Donc, on voit bien pourquoi la fascine étant sans contact avec le substrat, en fait, elle est venue sécher. On a les érosions en pied. Donc, en fait, on a un niveau sous lequel la végétation arbustive ne va pas être capable de reprendre. Et donc, ce niveau-là, s'il n'est pas stabilisé et qu'on est dans un contexte d'incision, finalement, les éléments, ils vont partir. Et on aura une berge presque un peu suspendue qui, à terme, risque simplement de glisser. On a les érosions de surface ici qu'on peut distinguer. Avant, la berge, elle montait jusqu'ici. Donc, le niveau, c'est bien descendu. Et on voit qu'on est sous un couvert arboré. Donc, en fait, ils ont choisi de ne pas mettre de géotextile ou pas forcément d'ensemencement. Et donc, on a de la terre à nu. Donc, dès que l'eau vient dessus, en fait, mécaniquement, les matériaux se font emporter. On va voir ce que nous, on a appelé des destructions totales. Donc, on n'a plus que les pieux et on voit que la berge derrière, elle n'a pas été stabilisée. Les érosions aux extrémités, ici, on est à l'amont d'une fascine. Et puis, ce dont j'ai moins parlé, parce que c'est quand même moins fréquent, c'est des érosions autour de discontinuité. En fait, on avait une fascine à l'amont et à l'aval, et puis un arbre au milieu qui n'a pas été suffisamment intégré. Donc, localement, on a eu des turbulences. Et ces turbulences, en fait, sont venues éroder la berge. Donc, ces discontinuités, il faut soit les intégrer de manière propre, soit les évacuer.
soit éventuellement à nouveau faire un bouturage plus dense pour essayer de limiter ces érosions. Et on voit bien dans ce cas-là, quand même, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce qui fait que l'ouvrage a commencé à s'éroder au niveau de ce point, c'est des turbulences très locales qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on va avoir dans l'estimation de nos contraintes tractrices dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vous propose d'insister un tout petit peu sur le concept de défaillance structurelle des fascines, exactement comment se passe le processus. Donc là, on a travaillé sur des modèles réduits à l'échelle 1/25e. Et en fait, ce qu'on a pu observer, on a mis en place une fascine comme si elle venait d'être installée juste après travaux, c'est-à-dire lorsque la végétation n'a pas encore repris. Et donc, ce qui s'est passé, on a mis une Q2, donc événement relativement récurrent. On a en jaune, en trétillé, le niveau initial des sédiments. Et donc, en fait, après la crue, on était en extrado de méandre. On a pu noter qu'on avait un affouillement important, ce qui est assez normal lié au secondaire en extrado de méandre. Et en fait, les érosions, elles ne se sont pas faites en surface. Finalement, si on va mettre du géotextile ou de l'ensemencement, elles ne se font pas en surface, mais elles se font par-dessous la fascine. C'est-à-dire que lorsqu'on vient enlever les matériaux du fond du lit ou de la berge en pied, eh ben, mécaniquement, les matériaux de berge sont libres de glisser. Donc, ils peuvent venir glisser sous la fascine et ensuite être dans la fosse d'affouillement et se faire entraîner plus à l'aval ou en intrado. Et ça, à terme, ça peut aussi emmener éventuellement, si la fosse est importante, à la chute d'un pieu. Voilà. Donc, on voit bien quand même, c'est quelque chose qui ressort sur le terrain. 45% des cas étaient concernés par les érosions en pied. Et en modèle réduit aussi, on voit que l'élément moteur en fait, de la déstabilisation, ça va être ce qui se passe sous la fascine, sous le niveau de reprise de la végétation. Donc là, je vous montre quelques exemples. Ça, c'est pour parler de l'effet de la pente de la berge. À gauche, vous avez toujours dans ce modèle réduit les éléments sans géotextile en berge. Donc là, on a la berge, là, on a la rivière. On a la fascine avec l'état initial, le niveau initial des sédiments toujours en jaune, en trétillé. On voit qu'on a un petit affouillement. Et si on regarde vue d'en haut, en fait, la berge a été complètement érodée, ce qui semble assez cohérent vu qu'on n'avait aucune protection de surface. Et on a une toute petite fosse d'affouillement. Par contre, dans le cadre de la fascine avec géotextile, là, on a un affouillement qui est plus important, comme vous avez pu le voir sur la photo précédente. Mais on a une pente de berge qui est restée aussi plus importante. Même si on a eu de l'érosion, le niveau d'érosion, il est marqué ici par les petites épingles. À l'état initial, en fait, les sédiments, ils allaient jusqu'au haut de l'épingle et ça s'est abaissé durant la crue. Et d'ailleurs, ça vous permet de voir aussi qu'on n'a pas d'éléments qui peuvent passer par-dessus le géotextile, mais que tout est bien passé sous la fascine. Donc, c'est des choses qui, ça, sont connues déjà en génie civil, mais pas forcément travaillées beaucoup en génie végétal. Lorsqu'on a une érosion de la berge importante, donc une faible pente de berge comme sur la gauche, on a une petite fosse d'affouillement. Par contre, si on a une berge qui est plutôt très bien constituée, avec une pente plus importante, on va avoir une érosion en pied plus importante. Donc, quand on travaille sur des ouvrages de génie végétal, essayer d'avoir de la place pour abaisser la pente de berge, ça reste vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Je vais revenir un peu sur la contrainte tractrice, parce que par rapport aux différents éléments que je vous ai proposés, on a pu voir quand même qu'il y avait des limites. Donc, je vais essayer de rediscuter un peu ces aspects-là, puisque finalement, aujourd'hui, c'est quand même un élément sur lequel on a beaucoup tendance à se baser et qui a, en mon sens, un sens en fait assez limité. L'information qu'elle nous donne reste assez limitée. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit dans la première partie plus bibliographique, les contraintes tractrices sont calculées sur un événement, sur un lieu donné. Mais il nous manque des informations par rapport aux différents dysfonctionnements qu'on a pu voir sur les ouvrages. Donc, on ne connaît pas le calage altitudinal de l'ouvrage. C'est-à-dire que si on est sur un lit de plan et plançon en pied de berge, par exemple, on ne sait pas s'ils l'ont mis exactement au niveau de la première reprise des espèces arbustives ou plus haut, ou si c'est du génie mixte, on ne connaît pas forcément le niveau de calage entre l'enrochement et les lits de plan et plançon. Donc, si vous avez un enrochement qui est calé au module et un enrochement au Q2, forcément, vous n'aurez pas les mêmes réponses théoriques et pourtant, dans la littérature, ça n'apparaît pas. Voilà. On ne connaît pas non plus si l'ouvrage est positionné en méandre ou en linéaire. On ne connaît pas le type de défaillance associée. Des fois, on a mis qu'un ouvrage n'a pas résisté dans la littérature pour telle valeur. Et pour autant, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec une contrainte tractrice trop forte. Et on ne connaît pas l'état de la végétation. Voilà.
On ne connaît pas aussi des valeurs plus liées à l'hydromorphologie, au contexte, que sont la pente de berge. On ne sait pas si les valeurs de contrainte tractrice ont été calculées pour le fond du lit, pour la berge, dans la fosse d'affouillement ou plutôt une moyenne sur tout un transect. Donc, on ne sait pas si c'est local ou plus général. On ne connaît pas la granulométrie et on ne connaît pas la durée d'exposition à la contrainte. Est-ce que ça a été un pic ou est-ce que c'est un événement qui a pu durer un peu plus? Alors, pourquoi est-ce que la granulométrie pourrait nous intéresser? Eh bien, dans ce que j'ai essayé de vous montrer juste avant, on voit qu'en fait, le processus en jeu dans la défaillance de ces ouvrages et dans la défaillance de la végétation en berge de rivière, ça va être en fait des matériaux qui vont être entraînés, qui vont partir et qui vont laisser une partie du système racinaire à nu et qui vont faire qu'éventuellement l'arbre ou l'ouvrage va pouvoir tomber. Donc finalement, ce qui se passe, c'est plutôt du transport sédimentaire et du transport sédimentaire extrêmement localisé au niveau de turbulence. Et ça ne correspond pas du tout à ce que va nous montrer, tout ce qui va être extrêmement local, en fait, ne correspond pas à ce que va nous montrer la valeur tractrice. Voilà. Et donc ça, par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec cette carte, mais c'est une carte de répartition des contraintes tractrices pendant une inondation. Donc la question qu'on peut se poser, c'est du ECRAS en 2D. C'est si je veux protéger une berge, est-ce que je vais prendre une valeur très localisée proche de ma berge parce qu'ECRAS, il considère qu'il y a de la rugosité, donc des plus faibles vitesses, donc une contrainte tractrice plus faible? Ou est-ce que je prends une moyenne sur mon transect finalement, où là j'ai plus du rouge foncé, donc peut-être que je vais pouvoir avoir ça suivant le type de crue. Voilà, c'est quelle valeur choisir finalement si on veut travailler exclusivement avec ces contraintes tractrices, quoi. Alors, qu'est-ce que la contrainte tractrice ne représente pas? Elle ne représente pas une valeur limite de résistance d'un ouvrage. Et donc ça veut dire qu'avoir une valeur sur un site, vous savez que votre site, pour une crue, disons, décennale, puisqu'après ça déborde, et si ça déborde, comme la hauteur d'eau n'augmente plus, la contrainte tractrice n'augmente plus. Donc la valeur maximale théorique qu'il pourrait y avoir sur site, qui est par exemple pour une décennale, va être de 100 newtons par mètre carré. Dans ma littérature, c'est écrit la fascine tient à 100 newtons par mètre carré. Eh bien, ce ne sera pas forcément le cas. Voilà, on n'est ni sur des valeurs limites, ni des valeurs qui assurent la stabilité. Parce qu'en fait, suivant comment va pousser votre végétation, suivant si votre fascine va être mise vraiment au bon niveau, un peu trop haut ou un peu trop bas, ça va complètement changer la donne. Beaucoup d'ouvrages peuvent certainement résister bien plus que les valeurs issues de la littérature, qui restent des valeurs très ponctuelles. Et cette valeur de contrainte ne représente pas les phénomènes érosifs locaux qui génèrent finalement la défaillance des ouvrages. Et elle ne considère pas la pente de berge. Voilà, pour information, les valeurs dans la littérature, en fait, il y a des personnes qui sont amusées à tirer sur des saules avec un tensiomètre pour voir quelle était la contrainte en tension qu'il fallait pour arracher un saule à différents âges. Et on voit que les valeurs de ces contraintes en tension sont bien plus importantes, 5 à 10 fois, que les valeurs de contraintes tractrices qu'on peut retrouver en rivière. Et donc, en fait, ça montre bien que ce n'est pas du tout un phénomène d'arrachement qui va se passer, mais bien plus vraiment ces phénomènes locaux de turbulence qui vont entraîner des sédiments et qui vont entraîner la rupture partielle d'un ouvrage. Voilà. Donc la contrainte tractrice, quand même, elle est importante pour le diagnostic hydromorphologique et pour se faire une idée potentielle du type de technique qu'on peut utiliser. Mais on aura peut-être beaucoup plus d'informations à tirer quand on veut faire un dimensionnement de la végétation en présence. Déjà, est-ce que c'est des xélophytes? Est-ce que c'est des arbustifs? Comment est-ce qu'ils poussent berge rive gauche, berge rive droite par rapport à l'exposition, par rapport au soleil? Et voilà, ce qui est essentiel, c'est aussi le contexte climatique et paysager qui va permettre de favoriser une technique par rapport à une autre. Et aussi travailler en pied, en milieu ou en berge. Par exemple, les lits de plomb et plançons, qui s'ancrent complètement dans la berge, vont être bien plus résistants à la sécheresse qu'une couche de branche, qui, elle, va être exposée directement. Mais une couche de branche apporte aussi un couvert important et une densité racinaire colossale. Voilà, donc chaque technique, en fait, elles ont leur pour et leur contre. Il faut peut-être plus ou au moins tout autant réfléchir à ça quand on cherche à mettre en place un ouvrage de génie végétal quelque part. Voilà. Donc, quelques implications pour le dimensionnement, beaucoup que j'ai déjà dit, et certaines que je vais resynthétiser ici. Il faut absolument assurer la reprise de la végétation. Donc ça, c'est les grands principes. Comment est-ce qu'on va faire ça? Un suivi durant le chantier, à la fois du prélèvement jusqu'à la mise en œuvre.
S'assurer que le sol est quand même adapté aux espèces, même si on est sur des espèces pionnières qui ne demandent pas grand-chose, il faut un minimum soit de fertilité ou en tout cas de sol qui soit adapté aux espèces qu'on met en œuvre. S'assurer que la végétation, elle reste en contact avec le sol. Donc, ça veut dire qu'il va falloir venir travailler s'il y a des érosions qui se mettent en place. Parce que si votre végétation ne reprend pas, de toute façon, votre ouvrage ne sera pas pérenne. Et ça peut passer par un suivi post-chantier. Classiquement, ça peut être de 3 ans. Donc, il peut y avoir de l'arrosage, mais aussi du replantage. Si vous avez une structure qui est présente, un caisson, une fascine, mais qu'elle ne reprend pas, eh ben, on peut venir bouturer de manière très dense, parce que le bouturage, c'est quelque chose assez facile à mettre en œuvre. Donc, on peut venir en seconde main, dans un second temps, compléter notre ouvrage, en fait, pour à un moment donné, qu'il puisse vraiment reprendre. Voilà. Et l'entretien, qui n'est pas à négliger, suivant le contexte dans lequel on est. Par exemple, si on est sur des digues, ça rentrera dans l'entretien de la végétation qui peut être associé, puisque c'est des endroits où on veut vraiment garder une végétation plus flexible. Donc, on aura souvent des coupes. Et les coupes de végétation pionnière, eh ben, elles favorisent l'enracinement. Donc, finalement, ce n'est pas du tout gênant pour ces espèces. Et ça permet d'éviter d'avoir des gros sujets qui risquent soit de basculer, soit d'engendrer à nouveau des turbulences. Et on a vu que les turbulences, c'était souvent ça qui créait les ruptures des ouvrages. Voilà. Donc, il faut gérer les érosions de surface. Ça, c'est des choses qui peuvent assez facilement se faire, soit par du géotextile qui est mis au moins vraiment sur le côté pied de berge et de l'ensemencement. Ça peut être du couplage, effectivement, de plusieurs techniques. Gérer les érosions aux extrémités. Là, par exemple, vous voyez, on a un cas où on est en extradot de méandre. On a un affluent qui arrive d'un talus assez important et qui vient se jeter dans la rivière en bas. Donc, en fait, le choix a été fait ici vraiment de bouturer de manière très, très dense cette jonction avec ces éléments extérieurs, quoi. Donc, pour gérer les érosions aux extrémités aussi, il est important d'ancrer une fascine. On peut la rentrer dans la berge derrière. Elle n'a pas à s'arrêter, disons, directement en bout de berge. On peut la replier pour qu'il y ait 1, 2, 3 pieux qui aillent vraiment dans la berge. Il faut ajouter la longueur de l'ouvrage au-delà de la zone d'érosion. Et puis, il faut que les ouvrages soient complètement intégrés dans la berge et qu'ils ne dépassent pas de manière latérale. Et on peut avoir des plantations plus denses. Enfin, le travail qui est vraiment essentiel, puisqu'on a vu que c'était vraiment le point clé pour la stabilisation de nombreux ouvrages, c'est de gérer les érosions en pied. Donc ça, il y a plusieurs manières. Il faut comprendre l'érosion en présence. Est-ce qu'elle est locale ou généralisée? Incision ou plutôt courant secondaire? Il faut estimer l'affouillement du mieux qu'on peut, soit par des formules, il en existe de multiples, et aussi par du terrain, ça marche très très bien. Il faut réduire la pente de berge au maximum, comme j'ai pu vous le montrer. Et il faut, si nécessaire, si on sent qu'on est sur un secteur qui risque l'incision, dimensionner un ouvrage sous le génie végétal, en fait. Donc, ça peut être par technique mixte, par fascine morte ou par bois mort, mais il va falloir mettre quelque chose en dessous de cet ouvrage en génie végétal. Et ça, c'est des choses qu'on fait assez classiquement, par exemple en technique mixte sur des grosses rivières. Mais des fois, sur des petites rivières, ça peut aussi valoir le coup, parce qu'en fait, ces petites rivières, elles ont aussi des courants secondaires en méandre. Et si on a un enjeu à l'arrière à protéger, il va quand même falloir mettre quelque chose contre l'érosion. Et donc, on peut travailler beaucoup avec du bois ou des fascines mortes. Voilà. Un élément intéressant, c'est que également un élément clé, je dirais, dans la lutte contre l'érosion en pied, c'est de caler les ouvrages au plus bas niveau de reprise de la végétation. Donc, je vais essayer d'expliciter ça un peu ici. On a une photo avec 2 zones et on voit que sous la barrière verte, on a des systèmes racinaires, mais on n'a pas de pieds arbustifs qui vont pousser. Et en fait, cette limite verte, c'est la limite en deçà de laquelle aucun arbuste ne pourra pousser. Et donc, l'objectif, quand on vient caler un ouvrage de génie végétal, c'est de le positionner le plus bas possible pour travailler contre l'érosion en pied, mais pour qu'il reprenne. Donc, pas trop bas non plus, pas dans la zone rouge. Donc, pour ce faire, ce que je peux vous inviter à me mettre en œuvre sur vos sites de travail, c'est de faire un relevé topo avant chantier, durant le diagnostic, et connaître quel est le débit ou le temps de retour qui correspond à ce niveau-là. Ensuite, vous imaginez un projet. Si c'est un projet de restauration plus large, vous allez avoir des modélisations à l'état projet qui vont être faites. Et donc, vous pouvez mettre ce débit dans votre modèle et voir à quel niveau correspond ce niveau le plus bas d'implantation de la végétation. Parce qu'en fait, à court terme, au niveau de la reprise de la végétation, normalement, l'hydrologie de votre site ne devrait pas changer. Donc, ce niveau devrait correspondre au même débit. Et ensuite, on va pouvoir travailler, une fois qu'on a cette ligne, qu'est-ce qu'on met en dessous et qu'est-ce qu'on met au-dessus. Voilà.
Donc, quelques perspectives peut-être. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer l'effet des systèmes racinaires sur les modèles soit géotechniques, soit de surface? Donc, sur les modèles de surface, ça commence à se faire avec un outil qui a été développé, que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle Bank4Net. Et dans les modèles géotechniques, ben, il y a des travaux en cours où en fait, il y a des personnes qui mesurent les systèmes racinaires pour essayer de voir quel est l'ajout de cohésion lié à ça. Mais ce n'est pas encore classiquement utilisé, puisqu'on va pouvoir mettre l'ajout de cohésion dans ces modèles, mais on ne va pas pouvoir mettre non plus l'effet négatif qui est lié à la présence de cohésion, à la présence de végétation, pardon. Et puis, ben, il y a toute une série de techniques pour la stabilisation en pied qui peut être intéressant à mettre en œuvre, donc sous l'ouvrage de génie végétal, qui sont les techniques en gros bois notamment. Parce que souvent, quand on va faire un projet de restauration, on va venir travailler sur des surfaces des fois végétalisées, donc on a du bois disponible. Donc, il pourrait être intéressant simplement d'utiliser ces techniques, pareil, dans des ouvrages construits, mais qui sont finalement affleurants ou complètement enterrés, puisqu'ils se concentrent sur l'affouillement. Et par-dessus, on a une berge en génie végétal vivant qui vient se positionner. Voilà. Quelques rappels euh, qui, moi, me semblent assez essentiels quand on prend un peu de recul. Stabiliser la berge que si nécessaire, puisque les érosions sont vraiment essentielles au fonctionnement. Bien comprendre la cause, ça peut permettre d'éviter des travaux qui ne seraient pas nécessaires. Et puis, il y a d'autres moyens de stopper les érosions aussi. Souvent, si on a de l'érosion, c'est parce que si on a des berges qui s'érodent, c'est justement parce qu'on n'a plus d'assises en dessous. Donc, en fait, retravailler, il y a des projets de restauration qui vont reconnecter les plaines alluviales et rehausser les fonds de lit. Ça va mécaniquement permettre de stabiliser ces talus qui, autrement, auraient pu avoir besoin de génie végétal. Et je vais m'arrêter sur ces éléments. Voilà, vous voyez ici un début de furage sur la rive droite qui était à stabiliser et en face un magnifique front d'érosion avec une rivière qui a la place de circuler. Merci pour votre écoute. Et tout le monde est encore là. Merci beaucoup, Solange. Oui, preuve qu'effectivement, c'était passionnant. Je vous invite à poser vos questions dans le chat et voilà, Solange y répondra, je pense, avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de remerciements, du coup, Solange. Alors, Caroline demande si tu pourras transmettre la biblio. Ouais, j'ajouterai un slide à la fin de ma présentation avec les principaux guides, du coup, desquels j'ai tiré les premiers éléments. Comme ça vous donnera des éléments. Super. Sylvie demande si tu as un tableau qui reprend les différentes techniques avec leurs limites et leurs avantages. Non, pas à ma connaissance, parce que c'est beaucoup des choses en fait qu'on engraine, enfin qu'on engrange, pardon, à force de faire des chantiers, chacun a un peu ses habitudes. Donc j'en ai pas, mais je pense que ce serait un travail très intéressant de synthétiser ces éléments. Comme je disais, ne serait-ce que pour la contrainte à la sécheresse, où là j'ai une question sur les pentes, et c'est pareil, les lits de plomb et plançon, qui du coup sont maintenant beaucoup utilisés, sont bien plus adaptés à des fortes pentes qu'une couche de branches. Donc ça, c'est vrai que ce serait des éléments qui seraient intéressants à avoir ensemble. Alors, j'ai la pente maximum. Généralement, on dit 3 pour 2. Mais peut-être aussi parce qu'on n'a jamais essayé trop plus. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui va être vertical, et c'est notamment le problème des caissons, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, si vous avez quelque chose qui reprend en haut, vous avez de l'ombrage trop important, donc la végétation ne peut pas reprendre en pied. Et donc souvent, la berge, après, se fait saper par son pied. Donc il faut diminuer au maximum la pente. Voilà. Dans les guides, ce qui revient, c'est 3 pour 2. Donc j'aurais pas plus de détails à donner. On a une question sur les espèces exotiques envahissantes. Comment lutter contre leur propagation tout en conservant la stabilité de l'ouvrage? Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question.
Ça va dépendre de quelle espèce envahissante ça va être, forcément. Donc, quelle technique on utilise pour la traiter? Est-ce que c'est de l'arrachage manuel? Est-ce que c'est de la rupture? Après, ben, si la berge est stable et qu'il y a un moyen de la traiter sans excaver, je dirais qu'il faut compléter ou qu'il faut enlever des bouts. Ben, c'est rebouturer derrière ou faire peut-être en tronçon, j'imagine, des choses comme ça qui peuvent s'inventer. Voilà, après, s'il faut excaver, de toute façon, il faut refaire complètement une nouvelle berge, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question ou pas du tout. Après, c'est peut-être aussi au cas par cas en fonction de l'espèce en question. Tout à fait. Euh, une bonne pose de géotextile pour répondre à certains problèmes, oui. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout évoqué, mais effectivement, la pose de géotextile doit être faite avec certaines règles ou au moins certains principes, que ce soit au niveau du recouvrement, que ce soit de l'ancrage en berge, parce que sur les sites qu'on a visités, il y en a beaucoup où effectivement on avait des géotextiles qui étaient juste agrafés en surface. Donc forcément, là, si la protection de surface, elle est amoindrie, puisque les matériaux peuvent partir en fait en limite de ces géotextiles. Euh, donc c'est essentiel d'avoir un géotextile qui fait à la fois du recouvrement et à la fois qui vient s'ancrer en berge à l'amont, enfin en haut comme en bas de la berge, quoi. Alors, ensuite, j'ai en dessous de quelle pente diriez-vous qu'aucune protection n'est nécessaire? Naturellement, une berge de rivière, ça se fait avec de la végétation. Donc, si on a une pente très douce, on va pouvoir avoir une quantité très importante de strates. Et finalement, c'est simplement la végétation qui va se développer, qui va faire une banquette quand on est presque à plat. Donc, je ne sais pas, c'est pour un, c'est une suggestion. Je ne sais pas si c'est la bonne. Voilà, il n'y a pas de réponse. Après, finalement, si la berge est stable, on ne vient pas travailler non plus cette berge s'il y a un enjeu à l'arrière. Marie demande s'il y a des ordres déjà identifiés qui sont liés à des sécheresses, voire à incendie pour ce genre de technique. Désordre lié à des sécheresses, c'est à peu près certain qu'il y en a. Tout ce qui va être jeune reprise, donc il y a des grosses sécheresses, 1 an, 2 ans. Après la plantation, il y a généralement un fort taux de non-reprise des plants, des boutures, et puis qui est accentué si la technique mise en œuvre n'est pas une technique adaptée. Incendie, je ne saurais pas dire. Y a-t-il une profondeur minimale pour la protection géotextile à une protection de pied de berge afin d'éviter les sillage géométriques de la brève? Je pense, il n'y a pas, pour répondre à la question de Vincent Bell, à ma connaissance, il n'y a pas de profondeur minimale. Donc, peut-être des personnes qui font plus régulièrement des chantiers ou des entreprises, s'il y en a avec nous, pourront répondre de manière plus précise sur ce point, pour l'enfoncement du géotextile. Guillaume demande si tu as des retours d'expérience sur l'amélioration du coefficient de sécurité F en étude de stabilité de talus pour un talus avec un enracinement qui est important. Non. Ce que je sais sur l'estimation des systèmes racinaires, donc c'est des personnes, elles font des tranchées, elles viennent compter les quantités de racines, donc leur taille et leur densité. Ça leur donne en fait une densité sur un plan, que ce soit un massif ou pour un individu unique. Et ensuite, ça donne des coefficients de cohésion qui pourraient théoriquement être ajoutés à Mort-Coulomb, donc au modèle de stabilité géotechnique. Mais je ne suis pas sûre du coup d'avoir les effets une fois que ça a tourné sur le coefficient associé. Alors, Simon demande si tu peux réexpliquer de nouveau la lutte contre les érosions amont-aval en lien avec la longueur de l'aménagement. Donc quand vous allez sur un site et que vous voyez qu'il y a une encoche d'érosion, on pourrait assez logiquement se dire qu'on va faire un ouvrage sur cette longueur d'érosion. Et en fait, si on est en méandre, par exemple, qui est quand même un cas assez récurrent, puisque c'est là que les contraintes sont les plus fortes, l'érosion, elle va tendre à aller vers l'aval. Et donc, si on vient faire restaurer notre berge que sur une partie de l'érosion sans prendre le tiers aval du méandre, parce qu'il n'y avait pas encore d'érosion, eh ben, on va stabiliser un bout de berge, mais finalement, l'érosion, elle va repartir de l'aval de ce méandre et continuer.
de l'aval de cet ouvrage, pardon, et continuer. Donc, c'est vraiment par rapport au contexte, se dire à quel moment, en fait, idéalement, il faut faire l'ouvrage jusqu'au point où j'ai moins de contraintes. C'est-à-dire que je ne me focalise pas uniquement que sur le lieu de contrainte, mais jusqu'au point où j'ai le moins de contraintes. Donc, ça peut être en linéaire de regarder d'où vient le courant. Et souvent, le courant, il va avoir un axe privilégié où il va venir sur la berge. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il y a l'érosion. Mais déjà, quelques dizaines de mètres avant, ou 20 mètres, il va être assez présent. Et finalement, on voit que 30 mètres plus haut, il est complètement détaché, avec plus de vitesse qui arrive contre. Donc, il faut faire, en fait, jusqu'à ce point-là, l'ouvrage. Donc, c'est vraiment l'allonger en fonction du contexte pour être sûr qu'il n'y ait pas des érosions. Parce qu'en fait, en faisant un ouvrage, on vient créer un point dur quand même si ça va être moins dur que sur un enrochement. Et donc, forcément, quand on a une transition entre un point un peu mou et un point dur que va être notre ouvrage, on va avoir des départs de matériaux, des turbulences, des érosions facilitées. Donc, ça, c'est les érosions à l'amont ou à l'aval. Et du coup, il faut s'assurer que ces points d'extrémité soient sollicités au minimum, donc rallonger l'ouvrage. Ou ça peut être aussi d'ancrer effectivement dans la berge pour éviter les points limites. Alors, Klaus apporte une précision sur les géotextiles qui est que plus il y a de pentes et plus il y a de force tractrice élevée et plus il faudra augmenter le nombre d'agrafes acier brut par mètre carré sur la surface du géotextile. J'imagine que ça doit pouvoir se discuter. Ou en tout cas, il faudrait avoir des tests, je pense notamment modèle réduit ou grande largeur, où on aurait des talus et on pourrait vraiment travailler avec différentes pentes et hauteurs d'eau. Alors, la question d'Ayuba porte sur les milieux pour lesquels il n'y a pas de cours d'eau permanent, mais des averses qui ramènent des dégâts sur les inondations. Est-ce qu'il existe une possibilité préalable au pont élevé, surtout en milieu insulaire, et que suggères-tu pour la protection de ce genre de berge? Question complexe. Souvent, un des premiers problèmes, ça va être quelle végétation on va avoir. C'est aussi le cas dans le sud de la France où parfois c'est compliqué de mettre du génie végétal parce qu'on ne sait pas forcément avec quels éléments travailler, vu qu'on travaille, nous, enfin moi, dans les Alpes avec des saules qui sont naturellement présents, mais qui ont besoin d'eau quand même. Donc, quand on est en rivière intermittente, des fois, les saules auront du mal à se développer. Donc, il faut essentiellement regarder déjà quelles plantes on a dans le bassin versant ou dans les bassins versants à proximité avec un peu les mêmes contraintes altitudinales ou d'exposition. Ça permet d'avoir les plantes. Une fois qu'on sait quelles espèces on va pouvoir utiliser, on va pouvoir réfléchir à quelle technique, puisque par exemple la fascine ne va pas pouvoir être utilisée qu'avec des espèces qui vont pouvoir être facilement bouturables, ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les espèces. Donc, je pense qu'avoir une entrée espèce, c'est intéressant. Et après, au niveau des ouvrages sur des aménagements comme ça va peut-être être des choses plus un peu perpendiculaires. Donc là, j'ai parlé beaucoup de fascines, par exemple, qui sont très longitudinales, qui vont border la rivière. Et sur des choses intermittentes où j'imagine que le souhait, c'est aussi de ralentir les écoulements, il faudra peut-être travailler sur des choses un peu plus perpendiculaires pour stabiliser justement les, l'ensemble du ruisseau, de la berge jusqu'au fond du lit, quoi. Et ça amène quand même une structure un peu transversale, quoi. Voilà. Après, c'est difficile sans avoir plus de contexte. Clara demande quelle est la densité optimale de végétation pour la stabilisation d'une berge. Je dirais que trop, ça sert à rien, mais après, les végétaux, ils savent très bien jouer avec la concurrence. Donc, s'il y en a trop, il y en a qui ne reprendront pas et d'autres qui reprendront. Et j'imagine que ça va après dépendre, pour la densité optimale, ça va dépendre des espèces aussi qui sont utilisées, comment elles interagissent entre elles. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, de travaux qui pourraient répondre à cette question actuellement. Mais peut-être des écologues seraient plus à même de vous répondre. Alors, dans quel cas on utilise la natte? Demande dans quel cas on utilise la natte en coco et le géotextile. Est-ce que ça dépend du type de sol ou du type d'ouvrage de génie végétal utilisé? Salut André. Natte coco et géotextile, c'est peut-être un abus de langage, mais souvent, enfin, ça dépend si les nattes, tu penses à des choses plus denses que le géotextile. Mais sinon, les géotextiles en France, actuellement, ils sont encore beaucoup en coco, même s'il y a des alternatives qui sont en train d'être réfléchies. Donc, si tu pars du principe que le géotextile, c'est plutôt des maillages carrés et la natte, quelque chose de très dense,
Je pense qu'on utilise assez classiquement du géotextile parce que c'est quand même plus léger à mettre en œuvre et ça fait une protection suffisante. Là où et ça permet facilement aussi la pousse des herbacées au travers. Là où la natte coco, si c'est plutôt un recouvrement tressé, un peu paillage, on aura quelque chose de très dense qui va plutôt empêcher la végétation de pousser sur certains endroits, sauf là où on va faire des trous. Voilà, donc classiquement, on travaille plutôt sur du géotextile en génie végétal, si ça répond à la question. Gestion de restauration mécanique de berge. Alors, stabilisation mécanique de berge. Je pense qu'on a fait... Ah, si, nouvelle question. Est-ce que les essais avec des toiles intissées de type géochambre ont été testés? Oui, il y a même des fournisseurs qui auront plein d'informations à donner sur le sujet, puisque c'est surtout eux qui font ça. Enfin, moi, j'en ai pas testé. Donc, il y aura plus des fournisseurs qui pourront vous répondre. De ce que j'en sais pour le moment, c'est que si on a besoin de durabilité et qu'on a des très grosses contraintes, le coco est encore plus pérenne. Mais il y a des travaux en cours, donc ça porte ses fruits, je pense, petit à petit. Voilà. Souleymane a une question sur la fertilité. Quels types de plantes sont les plus efficaces pour stabiliser les berges? Comment évaluer et améliorer la fertilité du sol pour optimiser la croissance des végétaux qui sont utilisés dans la stabilisation des berges? Et quels sont les principaux défis liés à la fertilité des végétaux dans des environnements riverains? Très bonne question, Souleymane. Je pense qu'il y a des écologues qui pourront bien me te répondre que moi. Type de plante, ça va toujours dépendre de où vous êtes. Donc, il faut regarder ce qu'il y a un peu sur sur vos territoires, à vos altitudes, dans le bassin versant. Mais globalement, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est essentiellement basé sur du saule, qui a en fait la propriété de rejeter, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ces branches dans les fascines. Il n'y a pas besoin d'avoir de racines en fait déjà développées pour les utiliser. Ils vont repousser de tout leur long. Là où si on est obligé d'utiliser des plants, on va être très limité sur le nombre de techniques. Ça va être soit de la plantation, soit du lit de plant et plançon, assez classiquement. Mais toujours utiliser des arbres qui sont quand même inféodés au milieu rivulaire. Donc on ne va pas mettre de gros chênes en pied de berge, par exemple, ou de noyer. Voilà, pour les types de plantes. Ça se retrouve très bien dans les guides, c'est très très bien décrit. Améliorer la fertilité du sol. On a une collègue qui a travaillé pour tester sur des hormones naturelles qui sont présentes naturellement dans les saules et elle n'a pas vu de différence. Après, voilà, il y a des personnes qui travaillent sur des mélanges. Ça dépend si votre sol, en fait, il n'y a pas besoin d'un sol riche pour ces végétaux, puisque c'est des végétaux pionniers, donc ils viennent coloniser les espaces. Mais il faut quand même, si vous avez désimperméabilisé une zone, votre sol, il sera vraiment sans vie. Donc, ce sera compliqué sans remélanger soit de la terre végétale, soit de faire des apports qui peuvent être divers et variés. Et donc, le problème se pose surtout dans les environnements riverains. Donc, par exemple, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir des pollutions à tout ce qui va être métaux, etc. Donc, ça n'empêche pas forcément la reprise. Ce qui va empêcher vraiment la reprise, c'est si on a des matériaux qui sont vraiment trop compactés ou justement des matériaux qui ont été imperméabilisés trop longtemps, dans lesquels il n'y a plus aucune vie. À ce compte-là, il va falloir retravailler sur des mélanges et sur des anthroposols. Mais je pense que c'est à nouveau des pédologues qui pourront mieux en parler que moi. Claire demande si tu peux repréciser les préconisations d'entretien de la végétation, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Alors pour ça, je vous invite il y a un guide, je pourrais le mettre dans les références de Boyer et al. Qui est sorti en 2021, qui vraiment respécifie tout un tas de choses sur la gestion de la végétation en ripisylve. Donc ça va dépendre des espèces, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire en termes quel paysage vous voulez avoir et quelles sont vos difficultés avec cette végétation. Si c'est un risque de basculement, donc à ce compte-là, ça va être détail. Si c'est de la gestion d'espèces exotiques invasantes, ce sera, je pense, trop vaste comme question pour que je puisse répondre. En tout cas, là où on est vraiment concerné en génie végétal, c'est si vous travaillez avec des saules, les saules peuvent être taillés assez régulièrement, de manière assez courte.
Et en fait, à chaque taille, comme c'est une espèce qui est habituée à être perturbée, ça va renforcer son système racinaire. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas contraignant pour le saule. Après, il faut voir les habitats qui y sont et les espèces qui vivent dans ces cortèges aussi. Marie demande si on préférera des nattes ou des géotextiles plus épais en zone plus sèche pour conserver l'humidité. À tester. C'est vraiment milieu chaud et intermittent. C'est des milieux où j'ai pas trop travaillé et je pense qu'il y a énormément de choses à faire et à tester, que ce soit sur les espèces ou sur les techniques, les ajustements justement qu'on pourrait faire. Mais ça peut être un bon point, ouais. C'est une bonne idée. Je pense que l'on a fait le tour des questions, normalement. Donc, bah voilà, je pense que c'est pas mal, on a bien balayé le sujet. Il semblerait. Merci Ah, pour vos commentaires à tous. Olivier, effectivement. Super. Eh ben, je vous propose d'arrêter là sur cette présentation, de vous libérer. Et merci encore beaucoup, Solange, hein, pour cette présentation technique et passionnante. Et puis je vous dis à toutes et à tous bientôt, j'espère, pour un prochain webinaire de la GBio. À bientôt. Merci.